Bienvenue sur Pôle Actu. Spill the Politics. Petit disclaimer, cet épisode parlera de viol et d'agression sexuelle, donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ce sujet-là, nous vous retrouvons la semaine prochaine pour le prochain épisode. Hello tout le monde, c'est Naïmia et aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode sur la série du Grand Oral. Il est probablement plus dangereux d'être une femme qu'un soldat dans un conflit armé. C'est ce que disait Patrick Amherst, major général et ancien commandant de la force de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. Depuis toujours, le viol a été utilisé sous forme d'une arme de torture et de barbarie. Pendant longtemps, le viol en temps de guerre a été vu comme une conséquence inévitable des conflits armés. Ce n'est que récemment que la communauté internationale a commencé à le reconnaître comme une arme de guerre à part entière, une stratégie utilisée de manière délibérée. Mais alors, pourquoi le viol est-il utilisé comme une arme en temps de guerre et surtout, comment est-il puni ? Donc nous verrons d'abord que le viol, en temps de guerre, est une véritable stratégie militaire et politique, avant de voir comment il est puni par la justice internationale. Tout d'abord, commençons par définir ce qu'est un viol. Selon le site du service public, un viol est un acte de pénétration sexuelle imposé à une personne par une autre, non consentie. Contrairement à une idée reçue, le viol de guerre ne relève pas seulement d'un déchaînement de pulsions individuelles. Il est souvent organisé, planifié et instrumentalisé. En partant faire la guerre, les armées violaient des femmes pour les traumatiser, et en revenant, ils faisaient la même chose, mais cette fois-ci pour se venger. En réalité, dans certains conflits, le viol est utilisé comme une arme de destruction psychologique et sociale. Tout d'abord, il faut comprendre que le viol est une forme de déshumanisation de l'ennemi. En s'attaquant à l'intégrité physique des femmes, les bourreaux cherchent à humilier l'individu, à le réduire au silence, mais aussi à anéantir toute une communauté. Le viol devient une stratégie pour briser les liens sociaux, familiaux et culturels, notamment dans les sociétés où l'honneur familial repose fortement sur la chasteté ou la pureté sexuelle. Il est aussi un instrument de domination, une façon d'imposer la peur, de terroriser les populations civiles. Dans certains cas, le viol a servi à provoquer des déplacements forcés ou à détruire l'identité ethnique d'un groupe. Prenons alors quelques exemples pour mieux comprendre. Durant la guerre en ex-Yougoslavie, entre 1992 et 1995, des milliers de femmes bosniaques ont été violées dans le cadre d'un plan organisé de nettoyage ethnique. Des centres de détention spéciaux, appelés camps de viol, ont été mis en place pour violer de manière systématique. Ensuite, pendant le génocide rwandais, en 1994, entre 250 000 et 500 000 femmes Tutsis ont été victimes de viol. Ce n'était pas accidentel, le viol faisait partie d'une stratégie d'extermination morale. Des femmes ont été stérilisées de force, mutilées, contaminées volontairement par le VIH. Par la suite, plus récemment, les femmes yézidis, qui appartiennent à une minorité ethno-religieuse du nord de l'Irak, qui pratiquent une religion ancienne et distincte des grandes religions monothéistes, ont été réduites à l'esclavage sexuel par les membres de Daesh. Là encore, on constate une organisation planifiée. Les femmes étaient vendues, échangées et utilisées comme butin de guerre. Un autre exemple marquant de l'utilisation du viol comme arme de guerre, c'est durant la Seconde Guerre mondiale, et c'est celui des femmes de réconfort. Mis en place par l'armée japonaise durant la Seconde Guerre mondiale, environ 200 000 femmes, principalement originaires de Corée, de Chine ou des Philippines, ont été contraintes à se prostituer pour les soldats japonais dans des stations de réconfort. La plupart de ces femmes ont été enlevées ou trompées avec de fausses promesses d'emploi. Une fois dans les camps, elles subissaient des violences sexuelles répétées, parfois jusqu'à 30 ou 40 viols par jour. Le système était organisé et contrôlé par l'armée japonaise, ce qui montre que le viol n'était pas un acte isolé, mais bien un outil de guerre institutionnalisé et utilisé pour contrôler les soldats. Après la guerre, ce système a longtemps été passé sous silence, et les victimes n'ont pas été reconnues. Ce n'est que dans les années 1990 que certaines survivantes ont commencé à témoigner publiquement, malgré quelques excuses du gouvernement japonais. Le sujet reste encore aujourd'hui sensible et contesté, notamment entre le Japon et la Corée du Sud. Ainsi, dans tous ces cas, le viol est bien plus qu'un acte de violence. Il devient une arme de guerre, au même titre que les bombes ou encore les fusils. Face à l'ampleur de ces crimes, la justice internationale a été lente à réagir, mais elle a fini par évoluer. Pendant très longtemps, les violences sexuelles n'étaient même pas mentionnées dans les récits officiels des conflits. Elles étaient vues comme des dégâts collatéraux, invisibilisés. Mais dans les années 1990, une prise de conscience s'est produite, notamment à travers la création de tribunaux internationaux. Le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, autrement dit TPIY, créé en 1993, a été le premier à reconnaître que le viol pouvait constituer un crime contre l'humanité.
L'affaire Foča, jugée en 2021 par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, a marqué un tournant majeur dans la reconnaissance du viol comme crime de guerre. Pendant la guerre en Bosnie, dans la ville de Foča, des centaines de femmes et de jeunes filles musulmanes ont été systématiquement enlevées, violées et réduites en esclavage sexuel par les forces serbes. Le Tribunal pénal international pour le Rwanda, TPIR, est allé encore plus loin. En 1998, dans le procès de Jean-Paul Akayesu, maire de Taba, au Rwanda, pendant le génocide de 1994. Il a été jugé par le Tribunal pénal international pour le Rwanda et reconnu coupable de génocide et de crimes contre l'humanité, dont le viol, utilisé comme un acte de génocide. Son procès, en 1998, est historique. C'est la première fois qu'un tribunal international reconnaît le viol comme une arme de génocide. Il a été condamné à la prison à perpétuité. Ce jugement a marqué un tournant majeur dans la reconnaissance juridique des violences sexuelles en temps de guerre. Puis, en 1998, a été adopté le statut de Rome, qui fonde la Cour pénale internationale, CPI. Ce texte qualifie officiellement le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée ou la grossesse forcée comme crime de guerre ou crime contre l'humanité, et dans certains cas, acte de génocide. Mais malgré ces progrès juridiques, il reste de nombreux obstacles. D'abord, l'impunité est encore très forte. Beaucoup de responsables de viols de guerre ne sont jamais jugés. Dans des conflits actuels comme en République démocratique du Congo, où depuis plus de 20 ans les femmes sont massivement victimes de viols, utilisés comme une arme de terreur par les groupes armés. Le but est de détruire les communautés, humilier et contrôler les populations. La RDC est parfois appelée la capitale mondiale du viol. De plus, en Syrie ou au Soudan, les violences sexuelles continuent d'être utilisées massivement, sans que justice ne soit rendue. Ensuite, les victimes rencontrent de nombreuses difficultés pour témoigner. La peur, la honte, les pressions sociales, mais aussi le traumatisme profond lié à l'agression. Parfois, elles sont rejetées par leur propre famille. Enfin, la justice internationale reste encore lente, complexe et coûteuse. Les procédures peuvent durer des années. Et dans des pays en guerre, il n'y a souvent pas de structure pour recueillir les témoignages, accompagner les victimes ou faire appliquer les décisions. En conclusion, le viol, utilisé comme une arme de guerre, n'est ni un accident, ni un dommage secondaire. C'est une stratégie de destruction psychologique, sociale et parfois ethnique, qui cible délibérément les corps pour anéantir les identités. Même si la reconnaissance juridique a progressé notamment grâce aux tribunaux internationaux et à la Cour pénale internationale, il reste encore beaucoup à faire pour prévenir ces crimes, punir les responsables et surtout réparer les victimes. Il ne suffit pas de dire que le viol est un crime de guerre. Il faut le prouver, le juger et surtout ne plus jamais le banaliser. Car en temps de guerre comme en temps de paix, le corps humain ne devrait jamais être un champ de bataille. Merci à tous d'avoir écouté mon sujet de grand oral, j'espère qu'il vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pôle Actu. Vous pouvez toujours vous abonner à nos réseaux sociaux et on se dit à la semaine prochaine.